Au sommaire de cette édition, un culte spécial a été célébré à la mission pentecôtiste internationale de Bon-Berger de la prophétesse Alice Nguessan. En Afrique, résolution du 51e sommet de la CEDEAO. Rwanda campagne sur les réseaux sociaux. À l'international législatif 2017, race de marée, LREM chez les Français de l'étranger. Terminons en sport, inscription raciste, être noir en Amérique est dur selon le bon James. Bienvenue à tous, toujours heureuse de vous présenter ce journal. Débutons en actualité religieuse. La célébration de la Pentecôte à l'église évangélique La Race des Vainqueurs de l'apôtre Yeo Prosper a été marquée par un culte d'intégration des nouveaux. Une remise de dons aux mamans était également au programme de cette belle fête qui s'est déroulée à la salle des fêtes de la Maison Blanche de Koumassi. C'est par une procession en fanfare qu'a débuté le culte d'intégration, culte de la Pentecôte 2017 à l'église évangélique La Race des Vainqueurs. Dans une salle des fêtes de la Maison Blanche d'Abidjan-Koumassi, prise d'assaut par les parents, amis et chrétiens de la Race des Vainqueurs, les nouveaux baptisés et nouveaux membres de l'église, 73 au total, ont crié leur attachement à Jésus-Christ. L'ensemble de l'église s'est ensuite réjoui dans une louange conduite par un groupe musical bien inspiré. Si la Pentecôte marque l'avènement du Saint-Esprit, elle est également la célébration de la naissance de l'église. Pour l'apôtre Yeo Prosper, les nouveaux baptisés et nouveaux membres de l'église doivent en connaître le sens. Nous, en tant qu'église, nous devions continuer de célébrer la Pentecôte parce que c'est là que l'église de Christ est née. L'église de Christ apôtres du Seigneur Jésus-Christ. L'église de Actes 2, c'est là que cette église-là est née au jour de la Pentecôte. Et depuis ce jour, chaque fois que nous faisons la Pentecôte, nous sommes en train de commémorer la fête, si vous nous prenez, de l'indépendance de l'église. La fête de la naissance de l'église du Christ. Donc aujourd'hui, c'est une grande célébration. Et quand vous lisez Pentecôte, de 10-50. En 50, quand vous lisez dans la Bible, le chiffre 50 parle du jubilé. Et le jubilé, c'est un temps de relâchement, c'est un temps de liberté, c'est un temps d'affranchissement. Il priait du Seigneur. Après des jours, il n'avait plus de force. Mais quand le chair est levé, la chair s'est renouvelée. Quelque chose va se renouveler encore. 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 Après ce riche message et un temps de ministère pour sceller une alliance nouvelle par le Saint-Esprit, des certificats de baptême et cartes de membres ont été remis aux nouveaux baptisés et nouveaux membres. L'Église, la Race des Vainqueurs et l'apôtre Yeo Prosper ont également profité de ce culte spécial pour célébrer les mamans en leur offrant des dons. L'apôtre Yeo Prosper, fondateur de l'église évangélique La Race des Vainqueurs, revient ici sur le sens profond de ce culte d'intégration, culte spécial de la Pentecôte. Nous croyons que nous sommes l'église de la fin des temps qui veut rassembler les élus de Dieu pour le ciel, car Jésus-Christ revient bientôt. Et sans cela qu'au sein de l'église, quand il y a des nouveaux membres qui arrivent, nous organisons une fête, une célébration pour leur souhaiter officiellement la bienvenue au sein de leur église. Et je peux dire que choisir le jour de la Pentecôte pour le faire est encore beaucoup symbolique parce que c'est à la Pentecôte que l'église Christ est née. L'église de la Pentecôte, l'église des 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et nous, à la Race des Vainqueurs, nous marchons à l'image et sur les traces de cette première église qui a existé, l'église apostolique. Parlons toujours Pentecôte à la mission pentecôtiste internationale de Bon-Berger de la prophétesse Alice Nguessan. La Pentecôte 2017 a été célébrée à travers un culte spécial dédié à l'effusion du Saint-Esprit selon l'Acte chapitre 1 verset 8. En voici un compte rendu. La célébration de la Pentecôte 2017 a été dédiée à l'effusion du Saint-Esprit à la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger. À cette occasion, le peuple de Dieu s'est longuement disposé dans la prière. La présence de nombreux chantres dont les prestations ont rehaussé ce culte de Pentecôte.
Dans sa prédication, la prophétesse Alice Nguessan a indiqué que par l'avènement du Saint-Esprit, une alliance est scellée entre Dieu et l'Église. Je me mets par terre de mon esprit. C'est Dieu le Père qui est en train de parler. Il ne parle pas aux animaux. C'est à toi et moi. Ce message est adressé à toi et moi. Je veux que tu pratiques et tu vives le spirituel. Je ne veux pas le spirituel d'échec. Je veux le spirituel qui permet à l'enfant de Dieu, partout il passe, de triompher. Si tu as trouvé Jésus, si tu as reçu sa puissance, si tu ne travailles pas, le Dieu puissant doit te trouver du travail, il doit te nommer. Pour renouveler en chacun le dépôt du Saint-Esprit, elle a ensuite conduit un temps de ministère marqué par une forte manifestation divine. À l'issue de ce riche culte, les assistants de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan sont revenus sur l'importance capitale du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. J'aimerais rappeler à tout le monde entier que le Saint-Esprit est là. Depuis 2000 ans, c'est le Saint-Esprit qui nous attend. Le Saint-Esprit est important et capital dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui protège. Le Saint-Esprit enseigne l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit forme l'enfant de Dieu. Il conduit l'enfant de Dieu dans sa bénédiction. C'est un jour exceptionnel pour le monde entier. Je voudrais aussi lancer un appel à tous les chrétiens, tous ceux qui marchent avec le Seigneur, qui n'ont pas encore saisi le Saint-Esprit, qui n'ont pas encore accepté l'Esprit de Dieu en eux. C'est le moment. L'heure a sonné, Jésus est parti, mais le Saint-Esprit, il est présent. Terminons l'actualité locale avec la fête des mères. L'ONG Petra Rock a organisé une cérémonie de remise de dons à plusieurs mères veuves de différentes communes d'Abidjan. Regardez. S'il y a une catégorie de mamans que la société ne célèbre pas toujours, c'est bien entendu les mamans veuves. C'est cette réalité que l'ONG Petra Rock essaie tant bien que mal de corriger en initiant à chaque période de fête des mères une grande célébration des mères veuves. La 3e édition du genre, placée sous le thème « Mère veuve, tu n'es pas oubliée », s'est déroulée ce samedi 27 mai 2017 au foyer des jeunes de Bingerville. Près de 500 veuves venues des différentes communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays se sont toutes retrouvées pour partager un moment qui leur était dédié. Certaines mamans veuves de l'ONG Petra Rock ont ainsi saisi cette occasion pour faire des témoignages évoquant les actions de l'ONG dont elles ont pu être bénéficiaires. Quand j'étais enfant, ma première saute clôture pour passer son bac, passer son contrôle, elle est obligée de sortir. Parce qu'ils vont la chasser. Ils font pitié. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Cette grande célébration a été également meublée par des prestations d'artistes, en l'occurrence David Loukezo, Pasteur Robé, H2N et bien d'autres. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. La fin de
de cette grande célébration des mères veuves a été marquée par la remise de fonds à près de 11 veuves de la commune de Cocody, les Oliviers, toujours pour poursuivre sa politique d'autonomisation de la femme veuve. Espérons que l'édition prochaine des Fêtes des mères organisée par l'ONG Petra-Rock pour les mères veuves va connaître une plus forte mobilisation. En Afrique à présent, CEDEAO, le 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est déroulé le 4 juin à Monrovia, au Libéria. Plusieurs décisions fortes y ont été prises. Monrovia, la capitale du Libéria, a accueilli le 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les 3 et 4 juin. Au terme de leurs travaux, les autorités ouest-africaines ont adopté plusieurs mesures. Les demandes d'adhésion du Maroc et de la Tunisie et la demande de coopération de la Mauritanie ont été minutieusement étudiées. Sur la Tunisie, qui a demandé également son adhésion en termes d'observateurs, cette question a été agréée. La Mauritanie également, qui est un ancien membre, a demandé à signer une convention d'association avec la CEDEAO. Et là, nous avons demandé de travailler à ce que la Mauritanie revienne à sa place plutôt que de sortir pour créer une forme de structure hybride pour le travail avec la CEDEAO. La CEDEAO a donné son accord de principe à l'adhésion du Maroc. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a été remplacée par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, à la tête de la CEDEAO. Les autorités saluent le dynamisme de la sous-région qui est devenu un modèle d'intégration en Afrique. Et moi, je me réjouis tout particulièrement de cette décision qui montre d'abord que la CEDEAO est une structure régionale qui fonctionne bien et qui peut attirer d'autres pays. Et par conséquent, l'élargissement de la CEDEAO à ces pays, que ce soit en tant que membre, en tant qu'observateur ou en tant que membre associé, est une excellente chose pour l'image de la sous-région. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, a rappelé aux chefs d'État les efforts consentis dans l'intégration. Selon lui, les échanges commerciaux sont passés de 3 milliards de dollars en 2013 à 15 milliards de dollars en 2015. 12 chefs d'État sur les 15 que compte l'organisation ont pris part au sommet de Monrovia. Était présent également la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Le prochain sommet de la CEDEAO aura lieu en décembre 2017 à Lomé, au Togo. Au terme d'une campagne active, le scrutin législatif au Lesotho a donné lieu à un duel entre le sortant Mosisili et l'ex-chef du gouvernement Thomas Thabane, qui avait été contraint de quitter le pays en 2014. Les électeurs du Lesotho ont commencé à voter samedi pour des législatives aux résultats incertains qui ne devraient pas permettre à ce petit royaume africain de rompre avec son instabilité politique chronique nourrie par une armée omniprésente. Ce scrutin, le troisième en 5 ans, a été précipité par la mise en minorité en mars de la coalition de 7 partis dirigée par le Premier ministre. Le Lesotho doit devenir maintenant un membre à part entière de la communauté internationale qui vit selon les principes fondamentaux de la démocratie. Les élections régulières occasionnent le contrôle de l'armée, de la police par l'autorité civile. Toutes ces choses font partie intégrante de la vraie démocratie. Et ceci n'est pas fréquent en Afrique. Je le dis avant de me retirer pour faire du Lesotho une balise d'espoir pour l'Afrique. Dans la monarchie parlementaire dirigée par le roi Lessie III, dont les pouvoirs sont largement honorifiques, le Parlement est composé de 120 sièges de députés, 80 élus au suffrage majoritaire et les 40 autres répartis à la proportionnelle. Ce système électoral et la présence sur la ligne de départ d'une ribambelle de petits partis laissent donc présager d'une nouvelle coalition gouvernementale, synonyme d'instabilité. À l'approche de l'élection présidentielle au Rwanda, la Commission électorale nationale avait souhaité limiter la parole des candidats sur les réseaux sociaux. L'institution a été obligée de revenir sur sa décision. La Commission électorale nationale du Rwanda a finalement cédé à la pression.
Après avoir publié une directive visant à contrôler les messages diffusés par les candidats à l'élection présidentielle sur les réseaux sociaux le temps de la campagne électorale, l'organisation nationale a fait marche arrière et a annulé son projet. Celui-ci devait être mis en place dès le 14 juillet, date du lancement de la campagne présidentielle. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui une plateforme, un média que personne n'a véritablement réussi à contrôler et qui peut conduire à des situations extrêmement graves. Et quand on regarde le cas spécifique du Rwanda, eu égard à son passé très sanglant, qui a été fait aussi par l'instrumentalisation d'autres types de médias, comme la radio de Mille Collines, on comprend très bien que on puisse arriver à de telles réflexions. La règle que souhaitait mettre en place la commission visait à imposer aux partis ou aux personnes désirant faire campagne sur les réseaux sociaux de faire approuver le contenu par la commission électorale nationale 48 heures avant la publication. Une annonce qui avait également fait scandale chez les 4 candidats à la présidentielle issus de l'opposition. Les candidats pourront publier du contenu sur les réseaux sociaux sans le soumettre à la commission électorale. Et s'ils commettent des fautes, ils feront face à la législation. Du côté du gouvernement, l'annonce n'avait pas été bien accueillie non plus. À la tête du Rwanda depuis 2000, le président Paul Kagame avait fait modifier la constitution en 2015, lui permettant potentiellement de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Malgré cela, il a fait savoir par l'intermédiaire de la porte-parole du gouvernement qu'il était également en désaccord avec cette mesure. Un tour au Mali, un programme pilote de télédermatologie a été lancé dans 3 régions. Il permet d'offrir à des médecins généralistes exerçant en campagne de diagnostic d'un spécialiste grâce à une application. Au Mali, un programme pilote de télédermatologie a été lancé dans 3 régions. Il permet d'offrir à des médecins généralistes exerçant en brousse le diagnostic d'un spécialiste grâce à Bougou, une application conçue par un informaticien malien. S'ils ont des cas de pathologie dermatologique et ils ont besoin de l'avis d'un chef, ils prennent des images, ils nous envoient. Ça va toujours sur la plateforme et tous les dermatologues ont accès à des images. Le Mali ne compte qu'une douzaine de dermatologues pour une population de 15 millions d'habitants. Ce programme, lancé en 2015, a permis de traiter à distance près de 250 patients, qui très souvent n'ont pas les moyens de se rendre à Bamako. Ça me grattait beaucoup depuis longtemps. Quand je suis venue voir le docteur, il a fait des photos et les a envoyées et il m'a demandé de revenir le lendemain pour prendre l'ordonnance. On est allé acheter les comprimés et la pommade et j'ai été guérie. J'ai pas eu besoin d'aller ailleurs. Une quarantaine d'agents de santé utilisent aujourd'hui Téléder Mali. Le professeur Ousmane Faye, initiateur du projet, répond à une demande envoyée par une consoeur de Koulikoro. Selon lui, cette expertise à distance est possible car la dermatologie se base d'abord sur l'observation. Au-delà des économies de déplacement, le programme permet également d'assurer une formation continue des praticiens. Nous enseignons les jeunes à apprendre la dermatologie à partir des images. On se dit de la même manière, nous pouvons à partir de ces images-là, si une bonne image nous est donnée, faire un diagnostic et donner des conseils à distance. Et c'est de là que nous avons alors imaginé ce projet-là et former les agents de santé pour qu'ils puissent améliorer la santé de nos populations. L'objectif est désormais d'étendre cette initiative à l'ensemble des centres de santé du Mali et donner ainsi l'accès à un service de soins spécialisé jusque dans les zones les plus reculées. Le plus long pont suspendu d'Afrique est en construction à Maputo. À 6 mois de son inauguration, il bouleverse déjà la physionomie de la capitale mozambicaine, un ouvrage d'art aux dimensions exceptionnelles financé par la Chine. Depuis quelques semaines, Maputo prend des airs de San Francisco. Dans la capitale mozambicaine, la construction du plus long pont suspendu d'Afrique est déjà bien avancée. L'inauguration est prévue pour la fin de l'année. L'ouvrage doit relier la rive nord de la ville, très dense, à Katembe, un village de pêcheurs encore peu développé. Pour les promoteurs du projet, ce nouveau pont doit permettre à la capitale de s'étendre vers le sud et de dynamiser son potentiel touristique. The south extreme of Maputo is one of the very unique places in the L'extrême sud de Maputo est l'un des seuls endroits au monde où l'on a une plage et où l'on a la brousse. Donc on peut avoir une réserve animalière. Vous savez, on a des lions et des éléphants tout près d'ici. D'une longueur totale de 3 km, le pont enjambe la baie à 60 mètres au-dessus de l'eau. C'est une entreprise chinoise qui est chargée de la construction
également financé par un prêt chinois. Mais son coût élevé, plus de 750 millions de dollars, fait grincer des dents les ONG locales qui critiquent le manque de transparence du projet. Surtout, elles jugent que cet ouvrage gigantesque n'est pas la priorité pour un pays pauvre comme le Mozambique. On n'a aucun chiffre. Il faut un pont pour environ 100 ou 200 voitures par jour de chaque côté. 750 millions? Vous savez combien d'écoles on peut construire avec une telle somme? Combien d'hôpitaux? Symbole du boom économique qui a suivi la découverte de gaz dans le nord du Mozambique, ce pont représente un poids supplémentaire pour les finances publiques d'un pays déjà très endetté. Mais les futurs usagers, eux, se réjouissent. Pour l'instant, ils doivent emprunter un vieux ferry, souvent en panne. Oui, le coût est très élevé, mais grâce au pont, grâce à la route, il y aura plus de développement. Car on ne peut rien faire sans route. Il faut d'abord une route pour ensuite pouvoir construire des hôpitaux, des écoles. Ce transporteur emprunte le ferry 3 fois par semaine et doit régulièrement attendre 3 heures pour y monter. Grâce au nouveau pont, il ne lui faudra plus que quelques minutes pour traverser la baie. Ailleurs dans le monde, législative 2017 en France, premier appelé à se rendre aux urnes pour le premier tour des législatives françaises. Samedi 3 et dimanche 4 juin, les Français de l'étranger ont plébiscité le mouvement politique du nouveau président Emmanuel Macron. C'est un véritable plébiscite à l'étranger pour les candidats à La République En Marche. Ils arrivent en tête dans 10 des 11 circonscriptions. En Amérique du Nord, l'ancien ministre Les Républicains Frédéric Lefebvre est largement devancé par Roland Lescure, qui obtient plus de 57% des voix. L'ancien ministre de droite Thierry Mariani est lui aussi derrière la macroniste Anne Genetet, plus de 54% pour la candidate En Marche en Australie. La gauche ne résiste pas mieux. En Amérique du Sud, Sergio Coronado, le député écologiste, est sorti distancé par Paola Fortesa. Un scrutin qui fait bouger les lignes. La gauche détenait jusqu'à présent 6 circonscriptions, la droite en avait 5. La majorité présidentielle pourrait à terme détenir l'ensemble des sièges, mais ce scrutin est aussi fortement marqué par l'abstention. Alors il faudra partout un second tour. Il se tiendra pour ces Français de l'étranger les 16 et 17 juin prochains, juste avant le scrutin en métropole. Le vote en métropole aura lieu le 17 juin prochain. Le Front National de Marine Le Pen espère remporter une large victoire dans les régions du Pas-de-Calais, l'Est ou le Nord. Dans ces régions, extrême droite est arrivée en tête lors de la campagne Le Camp FN. S'il y a bien une région de France où le Front National espère faire le plein de députés, c'est le Nord. Marine Le Pen y a fait ses meilleurs scores au second tour de la présidentielle. Je suis Monsieur Chenu, je suis le candidat aux élections des députés, je suis le candidat de Madame Le Pen, je suis mon petit tour pour donner mon document. Merci bien, merci. Bon, tout va bien? C'est bien, ouais, très bien. Dans cette circonscription proche de Valenciennes, ancien bassin économique prospère, frappé par la désindustrialisation, l'accueil est chaleureux. Le FN y a fait 58% au second tour. Sébastien Chenu est un ancien de l'UMP, proche de Marine Le Pen et sans attache locale. Je suis un Français partout chez lui en France et par conséquent, moi je suis là depuis 1 an et demi, donc je ne sais pas à partir de combien de temps on n'est plus parachuté et je pense que l'important ce n'est pas de savoir d'où on vient, si on est né en Picardie ou si on est né ici même à Try, mais ce qu'on fait de ces journées et de la façon dont on se bat pour ce territoire. À quelques kilomètres de là, c'est le candidat de la France Insoumise qui fait campagne. Dans cet ancien fief communiste, Jean-Luc Mélenchon est arrivé 2e au premier tour de la présidentielle. Un vent favorable dont espère profiter Julien Poix. 80% des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ont voté surtout aussi pour un programme qui parle d'écologie, de partage des richesses, de logement, de santé, d'emploi. Donc un projet humaniste qui est positif aussi, qui n'est pas un projet de barrage, un projet de résignation, c'est pas un projet de désolation comme ce que peut porter le Front National. Un peu plus au sud, dans l'Aisne, Damien Philippot, le frère de Florian Philippot, vice-président du FN, a été investi. Il parcourt les 202 communes de la première circonscription avec son camion et espère bien capitaliser sur les bons résultats de la présidentielle. L'Aisne a voté à 53% pour Marine Le Pen au second tour. 4 circonscriptions sur 5 pourraient tomber dans l'escarcelle du Front National.
Une priorité absolue pour cette circonscription, c'est de la préserver du grand danger Macron et d'une politique qui favorisera les métropoles au détriment de la ruralité. Donc on est ici, il faut ici élire un député qui aura à cœur de défendre la ruralité, défendre la problématique des services publics, du commerce, de l'emploi dans ce bassin de vie où malheureusement beaucoup de jeunes sont obligés de partir pour trouver du travail. Le député sortant de gauche ne se représente pas et a apporté son soutien à la candidate La République En Marche d'Emmanuel Macron. Pour elle, les bons scores du FN sont le reflet d'une ruralité qui se sent abandonnée. Il faut travailler sur la proximité. Même les élus nationaux doivent être des élus de terrain, à l'écoute. Et je pense que dès lors qu'ils auront le sentiment effectivement d'être considérés à leur juste place, les choses vont aller dans le bon sens et le Front Nat, je l'espère, n'existera plus ou très peu dans quelques mois ou dans quelques années. À Hénin-Beaumont, en plein cœur du bassin minier, c'est Marine Le Pen elle-même qui est candidate et donnée favorite. À l'échelle nationale, le FN espère un score inédit. Les sondages le créditent de 7 à 17 députés. Il en faut au moins 15 pour former un groupe parlementaire. Un mot de sport à présent de ce journal. La découverte de graffitis à caractère raciste sur l'enceinte de la villa de la star de la NBA, LeBron James, a relancé le débat sur le racisme aux États-Unis. Le basketteur, lui, a estimé qu'être noir en Amérique, c'est dur. Être noir en Amérique est dur, a réagi la superstar de la NBA, LeBron James, après la découverte d'une inscription à caractère raciste sur l'enceinte de sa villa de Los Angeles mercredi matin. La police a confirmé plus tôt dans la journée des informations du site internet TMZ sur une inscription raciste peinte avec une bombe sur le portail de la villa du basketteur située dans le quartier chic de Brentwood. Il s'agissait du mot nigga qui veut dire nègre. C'est son domicile, c'est sa maison en Californie et c'est un homme qui n'est pas seulement un athlète exceptionnel, mais c'est un modèle extraordinaire. Il est un père merveilleux, c'est un mari merveilleux et c'est son foyer. C'est là où sa famille choisit de vivre une partie du temps et que quelqu'un vienne ici poser un tel acte est tout à fait déraisonnable. L'Afro-Américain de 32 ans et triple champion en NBA ne se trouvait pas dans sa résidence au moment des faits, encore moins sa famille. Buteur le plus prolifique de l'histoire de la NBA, LeBron James a été élu 4 fois MVP, Most Valuable Player. Son équipe, les Cavaliers de Cleveland, retrouve pour la 3e fois de suite les Golden State Warriors lors des finales NBA dans la nuit de jeudi à vendredi. Terminons ce journal avec la tenue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui pourrait être remise en cause en raison de la crise diplomatique entre le Qatar et de nombreux partenaires. Cette crise vient d'entacher un peu plus l'image du pays organisateur du Mondial 2022. La tenue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar pourrait être remise en cause. La crise diplomatique qui secoue la région du Golfe peut faire perdre aux riches Émirats pétroliers l'organisation de cet événement. Déjà très critiqué pour les mauvaises conditions des travailleurs sur les chantiers liés à la Coupe du Monde, une nouvelle affaire vient écorner l'image du Qatar. En effet, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l'Égypte et le Yémen ont annoncé qu'ils avaient rompu tout lien avec le Qatar au motif que Doha appuyait les groupes extrémistes qui sévissent dans la région. Quelques heures après ces annonces, des experts ont mis en garde contre de potentielles menaces sur le mondial. Dans un communiqué publié lundi, la FIFA a déclaré être en contact permanent avec le comité d'organisation de Qatar 2022 et se garder de tout commentaire pour le moment. Première conséquence de cette crise diplomatique, le club de football saoudien Al Ahly a annoncé la fin du contrat de parrainage entre l'équipe et Qatar Airways. En cas de dessaisissement du Qatar, les États-Unis pourraient se voir confier l'organisation de l'événement. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur la chaîne qui bénit. À bientôt.